Alors, actuellement, je suis en train de retravailler sur Nostradamus. Je reprends toutes mes recherches à frais nouveaux. Voyez-vous. Ça me paraît important d'insister sur cette question. Savoir oublier, à la limite. J'ai souvent parlé de la vertu de l'oubli. Oublier ce qu'on a écrit, oublier ce qu'on a dit, et reprendre un dossier à frais nouveaux, sans se sentir obligé de répéter ou de reprendre les arguments qui ont été abordés jusqu'à là. À la limite, on peut très bien reprendre les choses complètement, ne pas se souvenir. J'ai souvent dit que le chercheur qui avait trop grande mémoire de ce qu'il a appris et de ce qu'il a lui-même dit, il risque de se plagier ou de plagier. D'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe. Les plagiaires sont des gens qui ont trop de mémoire. C'est pas forcément parce qu'ils ont voulu plagier, mais ils ont trop enregistré. Je ne veux pas donner de nom, mais il y a des gens qui, quand on commence à s'amuser à savoir de mémoire trop de choses, à connaître trop d'éléments en mémoire, on risque fort d'être dans le plagiat un jour ou l'autre. Et sans s'en rendre compte. Et ça, c'est un problème important. Méfions-nous des gens qui sont tout le temps en train de vous citer des noms, des textes, etc., parce qu'ils ont trop de mémoire. Et le philosophe, c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir de mémoire, qui doit vivre dans le moment et qui doit mobiliser son intelligence, son cogito, sur le document qu'on lui propose, sur le dossier qu'on lui propose, sans se souvenir de ce qu'on a dit avant, de ce qui a été dit avant, de ce que lui-même a dit avant, etc. Plagiat, autoplagiat, etc. Il y a des gens qui sont, dont on sait très bien qu'ils ont été accusés de ce genre de délit. Bon, donc concernant Nostradamus, un œil nouveau, un regard nouveau, c'est pas forcément quelqu'un de nouveau, non. Moi par exemple je suis capable d'avoir un regard nouveau sur des choses sur lesquelles j'ai travaillé pendant des années, peut-être même 30 ans. C'est pas parce que quelqu'un va débarquer et qu'il ne connaît pas le sujet qu'il va l'aborder correctement, évidemment. Alors, donc il y a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas du tout le sujet, est-ce qu'il va pouvoir l'aborder correctement? Et quelqu'un qui connaît trop bien le sujet et qui a surtout trop enregistré d'informations, est-ce qu'il va l'aborder correctement aussi? Il faut trouver un moyen terme entre ces deux excès, les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'évidemment, moi, par exemple, je sais très bien, le fait d'avoir passé des années à réfléchir sur ces sujets, c'est une expérience qui est importante. Mais les conclusions, il ne faut pas les avoir trop en tête. Hein. Voilà. Donc il y a un juste milieu à trouver. Alors actuellement, je suis en train de me reposer des questions sur la chronologie des éditions centuriques, sur les arguments en faveur de cette chronologie. Est-ce que les arguments qui ont été avancés sont valables? Ou est-ce que d'autres arguments sont plus intéressants? Oui, parce que finalement, je ne dis pas que je ne me souviendrai pas des arguments avancés jusqu'à présent, mais je les prendrai comme des arguments qu'on me propose, et je me dirais, mais oui, mais finalement, est-ce que ça tient tellement cet argument? Et en regardant le dossier, je vois d'autres facteurs qui me disent, mais cet argument, finalement, c'est pas si certain que ça. Et pas parce que je me suis tenu à cet argument pendant X années que ça fait que cet argument soit absolument valable. Donc, autrement dit, peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, autrement dit, ce n'est pas la nécessité de faire venir des gens nouveaux parce qu'il y a très peu de gens capables dans ce domaine. Mais il s'agit de demander aux gens qui sont capables, qui ont une expérience puissante dans ce domaine, de reprendre le sujet, de reprendre le dossier, ce qui n'est pas la même chose. Alors, une question que je me pose et que je ne prétends pas résoudre, mais que je vous pose, c'est le quatrain de la 3e centurie, le quatrain 96, qui comporte plusieurs mots en majuscules. Et ces mots en majuscules ne figurent pas dans les autres éditions, notamment l'édition Utrecht 1557, mais même l'édition 1568, qui comporte tous les autres quatrains avec des majuscules, mais pas celui-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce quatrain 396,
il apparaît dans les autres éditions sans majuscule, sans mot à majuscule. Et là, uniquement dans cette édition-là, que nous connaissons en tout cas, il apparaît avec des majuscules. Et il est à la fin, quelque part, de la 4e centurie, de l'édition à 4 centuries, qui s'arrête en 53e 4.1, et même qui s'arrêtait avant, probablement. Donc il est à 4.1 terminal d'un premier groupe de centuries. Alors on peut se poser des tas de questions. À quel moment ça a été fait? Est-ce que c'est quelque chose qui a été rajouté? Est-ce que c'est quelque chose qui a été enlevé? Rajouté, c'est-à-dire ça n'existait pas avant, on l'a rajouté, ou bien ça existait et on l'a enlevé. Voilà une question qu'on peut se poser. Il faut répondre à cette question. Donc, je ne prétends pas ici, dans cette vidéo, répondre à ces questions, mais ça m'interpelle en tant que chronème, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous dit sur le développement, le déploiement de ces éditions? Pourquoi une édition à 53.4.1, à 353.4.1? Est-ce que c'est une édition toute première? Est-ce que c'est une édition qui s'est faite après d'autres éditions, etc. On n'en sait rien. Enfin, on ne sait pas grand-chose. Certains diront, mais on n'est qu'à regarder les dates. Mais on s'en fout des dates. Les dates, c'est très très relatif. Il faut regarder aussi les lieux d'édition, bien sûr. Est-ce que c'est Paris? Est-ce que c'est Lyon? Etc. Bien sûr, c'est intéressant. Et encore. Et puis un dernier point qui est assez litigieux, qui est problématique, c'est qu'il y a un quatrain dans les centuries, dans les premières centuries, qui s'en prend au pape. Romain pontife, etc. Mais on garde le pape. Alors, c'est embêtant, parce que moi j'avais dit que les premiers quatrains, les premières centuries, étaient des centuries qui étaient du côté catholique. Et voilà un quatrain qui s'oppose au pape. Donc c'est plutôt un quatrain qui émane du milieu protestant. Parce que vous savez que à cette époque-là, dans les années 1580-90, la France est coupée entre ces deux camps, autour de la question dynastique, entre les Guises et les Bourbons. Donc finalement, on peut se poser des questions. Cette dimension, ces quatrains que j'avais mis en évidence, Garde-toi de Tours, qui est le 446, quelque chose comme ça, qui voulait dire qu'effectivement c'était un quatrain qui s'opposait aux protestants, puisque le camp protestant avait comme capitale Tours. Mais on voit quelques quatrains avant, quelques centuries avant, une mise en cause du pape. Donc l'idée qu'on peut avoir, c'est que ce quatrain sur Tours, il s'est rajouté à des quatrains qui étaient hostiles à la Ligue et aux catholiques. Donc ça a été récupéré dans le sens inverse. Voyez-vous, voilà encore des questions qui peuvent se poser. C'est pas parce qu'un élément va dans un certain sens que tout ce qui a précédé va dans le même sens. Il est possible que cet élément, il prend le contre-pied de ce qui a été écrit avant. Voilà un certain nombre de questions que je vous laisse méditer.